Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard du coup. Donc aujourd'hui on est là pour se parler tourisme et handicap. À côté de moi on a donc Catherine Thiou, responsable d'observatoire au comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Frédéric Dadois qui travaille à l'UCPA et Martin Petit qui est écrivain, influenceur et qui vient nous parler de son quotidien. Écrivain, c'est beau ça. Petite introduction avant de commencer, de rappeler les faits sur le tourisme et handicap. Donc en fait, ça concerne près d'un tiers des Français, soit directement, puisqu'il y a 7,6 millions de personnes handicapées, mais il y a aussi 9,3 millions d'aidants. Donc c'est à souligner, notamment quand on... lorsqu'on veut mettre en avant des produits ou des services qui mettent en avant l'accessibilité, ne pas oublier que ce n'est pas un marché de niche, ça concerne vraiment un tiers d'entre nous. Il y a une législation qui est en vigueur, il y a eu la loi de 2005, elle a déjà 20 ans, pour l'égalité des droits des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. On a eu ensuite, parce qu'il y a eu du retard dans la mise en application de cette loi-là, une ordonnance du 26 septembre 2014 qui est venue simplifier les normes, qui est venue remettre un calendrier. Ça a été confirmé par une autre ordonnance en 2023 qui réaffirme les obligations d'une accessibilité numérique à 100%. Et enfin, le 28 juin 2025, c'est l'entrée en vigueur de l'European Accessibility Act. Et en fait, là, ça va imposer à l'ensemble des sites d'être accessibles, dont les sites e-commerce qui ne le sont pas du tout actuellement. Mais nous, au GD, en tout cas, on devait déjà être accessible depuis cette fameuse loi de 2005. Le constat, il est très froid aujourd'hui sur la mise en application. En 2023, il y avait 900 000 établissements recevant du public qui étaient engagés dans une mise en accessibilité sur près de 2 millions. En 2024, il y a moins de 10% des sites web qui sont accessibles. Donc voilà, on se rend vraiment compte que c'est quelque chose qui n'est pas encore pris en compte aujourd'hui. Et puis après, côté label, il y a 3 643 établissements labellisés. Il y a plus de 10 000 monuments qui reçoivent du public. Il y a 17 000 hôtels. Il y a aussi plusieurs milliers de campings. Donc on voit qu'en termes de proportion, la labellisation, on n'y est vraiment pas. Et 9 destinations pour tous. Il y a 500 destinations aujourd'hui en France. Donc là, quand on fait le ratio, c'est pareil, on voit qu'on est très loin du compte. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on parle tourisme accessible, il faut aussi mettre en avant les bonnes initiatives qui sont faites partout en France. Et il faut bien sûr répéter un message qui est de dire que l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Et que même si on fait partie de ces 70% qui ne sont a priori pas directement ou indirectement concernés, c'est à nous de faire passer le message pour que les choses avancent et qu'on change les mentalités sur ces sujets-là. On va commencer cette intervention par un petit rappel aussi statistique lié à une étude qui a été faite par Auvergne-Rhône-Alpes avec de nombreuses participations, dont le CRT Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a réalisé une étude, c'était à l'initiative de Rhône-Alpes, et qui demandait si d'autres CRT étaient intéressés. Nous, on s'est dit que c'était vraiment un sujet qui dépassait un territoire. Donc, on s'est associé à eux avec la Bretagne et l'Occitanie. Et puis, ADN a dit, puisque c'est une étude mutualisée, nous aussi, on va s'en emparer. Ce qui a permis de faire venir aussi tourisme et handicap, et puis de faire un webinaire au niveau national. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est disponible en replay. Les objectifs de l'étude, c'était comprendre le parcours d'achat des personnes en situation de handicap et des aidants, appréhender le point de vue des professionnels du secteur, identifier les attentes et les manques en matière de séjour et surtout, in fine, aider les partenaires à renforcer l'inclusivité de leurs offres. Alors, je vais passer vite sur la méthodologie, mais on a eu des réponses de 1592 personnes, 640 personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, et on a aussi interrogé 952 aidants.
Et dans le même temps, on avait une enquête vraiment qualitative avec des entretiens, avec des professionnels du secteur. On a eu des gens qui travaillaient dans des associations, dans des centres de rééducation, etc., qui, eux, vraiment nous ont raconté leur quotidien. On tenait à vraiment partir du tout début du parcours d'achat parce qu'on voulait identifier à chaque étape à la fois les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et les difficultés à chaque fois auxquelles ils étaient confrontés. Donc on est parti de l'organisation. Comment on s'organise? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Ou est-ce qu'on a besoin d'aide? Comment on se renseigne? Comment on réserve? Est-ce que le label tourisme et handicap était indispensable? Est-ce que c'était une aide ou finalement on s'en servait pas beaucoup? Et quels étaient les critères de choix de la destination? Tout ça, c'est avant. Et puis pendant, où est-ce qu'on va? Quelle distance on peut parcourir? Est-ce qu'on peut partir tout seul? Est-ce qu'on part avec sa famille, ses amis? Où est-ce qu'on part? Comment on se loge? Qu'est-ce qu'on fait? Combien on dépense? Et puis après, une fois qu'on est rentré, est-ce qu'on se dit on est content de notre séjour, pas content? Qu'est-ce qu'on en a vraiment retiré? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de plus si certaines choses étaient mieux organisées, mieux pensées? Donc pour préparer le séjour, on a remarqué que les avis, les recommandations sur Internet et le bouche à oreille étaient bien supérieurs à toutes les moyennes nationales quand on interroge des personnes valides. Et les sites aussi des organismes de gestion des destinations étaient aussi beaucoup plus souvent interrogés. Donc on s'est posé la question, on s'est dit mais pourquoi? Donc les avis, les recommandations sur Internet, c'est parce que c'est une information fiable, parce qu'elle est personnalisée. Quand vous suivez quelqu'un sur Internet, mais Martin nous en parlera tout à l'heure, vous savez ce qu'il vit. Donc vous avez confiance dans ce qu'il dit. Le bouche à oreille, c'est la même chose. Et les sites des OGD, par contre, c'est vraiment le côté, je pense, qui attire. C'est le côté officiel, où on se dit, bon, au moins, l'information doit être fiable. On notera que les aidants, ils ont un pourcentage d'interrogation très, très supérieur partout. Parce qu'effectivement, je pense que les aidants, pour être sûrs d'organiser tout ce qu'il faut comme il faut, ils interrogent beaucoup plus de sources différentes. Vraiment en se disant, là, je vais tout cadrer avant de partir. Voilà. Tu me disais aussi, Catherine, quand on a préparé cette table ronde, que les sites des OGD, on l'a mis vraiment en rouge, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas de handicap. Aujourd'hui, ce chiffre-là... Ouais, c'est 15% à peu près des gens. Quand on fait des études, nous, au CRT, en disant comment avez-vous trouvé votre information pour votre voyage, on en a à peu près 15% qui disent qu'ils sont allés sur les sites des OGD. Et là, on est à 24 pour les personnes en situation de handicap et à 32 pour les aidants. Donc on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut interpeller aujourd'hui quand on pense à la performance de nos outils, au rôle qu'on a à jouer. Là, on voit qu'il y a une réelle attente, il y a un réel besoin. Et on peut s'interroger justement sur notre capacité à vraiment placer, diffuser une information fiable. En tout cas, c'est ce que les aidants et les personnes en situation de handicap cherchent manifestement sur les sites des OGD. Ensuite, on s'est demandé comment ils réservaient leurs vacances après s'être informés. Et puis, comme précédemment, en fait, ils ont quand même des spécificités. Donc, on s'est aperçu qu'ils réservaient plus fréquemment en direct sur Internet auprès des loueurs, des vendeurs, par rapport au reste de la population. Et alors c'est pareil, on n'avait pas forcément une explication, mais on s'est dit aussi que ça permettait un échange plus personnalisé que Booking ou Expedia, où il faut souvent cocher la case j'ai besoin d'une chambre accessible, et puis vous n'avez pas forcément de réponse, ou bien il faut téléphoner, ou il faut... Alors que là, en réservant directement, il y a même si c'est par Internet, vous pouvez poser des questions, avoir un vrai échange avec directement le professionnel. Ouais, c'est vrai que c'était... cette relation de cause à effet où, comme l'information, elle n'est pas visible rapidement, on est obligé d'appeler les hébergeurs, d'appeler les lieux de visite. Et du coup, tant qu'on a les personnes au téléphone, tant que, ça incite sans doute beaucoup plus à faire de la réservation en direct, plutôt que de repasser vers
Booking, Expedia ou autres. Donc c'est vrai que ce côté nécessité d'une information précise, fiable et juste, sans doute qu'elle influe beaucoup sur ces statistiques. Ensuite, on est passé au descriptif du séjour. Donc, où est-ce que les personnes ont choisi de séjourner? Et là, c'est intéressant puisque le tourisme, c'est aussi une industrie et qu'on a 73% des personnes handicapées qui disent que dans les 12 derniers mois, ils ont fait au moins un séjour, week-end ou vacances, en hébergement payant, ce qui est quand même très, très supérieur à la moyenne. Alors, il y a une logique qui est effectivement les hébergements payants, il y a des obligations, c'est labellisé, c'est quand même beaucoup plus, c'est souvent beaucoup plus accessible que l'appartement de votre cousin ou bien la maison de votre grand-mère. Et on rebondira aussi tout à l'heure sur les coûts du coup engendrés alors, effectivement, par les vacances, hein, comme pour tout le monde, la dimension prix, c'est le frein majeur ou un des freins majeurs. Et on voit qu'il est exacerbé ici aussi par les hébergements. Ce n'est pas évidemment le seul poste de dépense. L'interrogation sur le label, on a été assez surpris parce qu'on a trouvé que les chiffres sur la connaissance du label étaient finalement pas si élevés. Et par contre, ce qui est très encourageant, c'est ceux qui s'en sont servis et qui ont séjourné dans des hébergements labellisés sont satisfaits. Alors, ce qu'il y a aussi d'assez curieux, c'est que les aidants connaissent mieux le label. Parce qu'il y a aussi beaucoup... alors, je ne pouvais pas vraiment remettre toute l'étude, mais il y en a quand même... Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas réserver leur séjour en autonomie. Et donc, ce sont les aidants qui s'en occupent. Et eux, je pense aussi qu'ils sont très angoissés avec l'idée que ça se passe mal. Donc, effectivement, encore, comme pour l'information, ils cadrent tout et ils se disent là, vraiment, on est sûr. Et c'est vrai que pour nous, au GD, ça peut interpeller aussi quand même cette notoriété de ce label. Je pense que l'ensemble d'entre nous, on le met en avant sur nos différents sites, sur nos différentes plateformes. Mais on voit qu'il y a peut-être une action commune aussi à mener pour justement diffuser ce label auprès du plus grand nombre et que les actions isolées, au final, ne permettent pas forcément une bonne notoriété de ce label. Les bénéfices attendus et la satisfaction du séjour. Alors, on n'était pas très étonnés, mais ça fait du bien de se le redire. Les personnes en situation de handicap cherchent la même chose que les touristes valides que vous recevez. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Ça ne demande pas un effort marketing particulier. On se dit, là, vraiment, s'ils arrivent à se détendre, à passer un bon moment, à s'évader, à se ressourcer, découvrir des sites et des lieux, et se reposer, c'est plutôt bien. On a noté aussi qu'effectivement, la propension à se détendre pour les aidants était un peu plus compliquée. Et donc là, c'est... Juste un petit point, donc je vais intervenir sur le sport, il n'y a que 9% faire du sport dans leur séjour. Donc il y a cette notion difficulté d'accessibilité à la pratique sportive parce que je suis en situation de handicap. Ouais. Alors, je pense aussi que c'est les bénéfices attendus et que ça peut être, par contre, un plus énorme où quand on va quelque part, on s'aperçoit que finalement, on peut faire quelque chose, même si on ne s'attendait pas forcément à ça quand on est parti. Ça peut être un plus qu'on découvre au moment du séjour. Et là encore, quand on parle d'intérêt général, de mission de service public, moi, cette statistique-là, elle m'a quand même frappé. Il n'y a que 58% des aidants qui attendent de se reposer en vacances. Moi, je trouvais ça fou. Il y a des études, on ne va pas aller donner les chiffres, mais qui sont sorties la semaine dernière de la Ligue du cancer sur l'état mental des aidants qui se dégrade fortement. Et on voit que même dans des situations de vacances, ils ne s'attendent pas à se détendre, ils aimeraient bien, mais à 58%, c'est le cas. Se reposer, c'est seulement 43%. Donc dans la façon dont on a aussi de mettre en avant l'offre touristique, qu'est-ce qu'on arrive à offrir pour les aidants, qu'est-ce qu'on arrive à offrir aux personnes en situation de handicap pour que les aidants puissent se reposer aussi en vacances. Je pense qu'en tant qu'OGD, on a pas mal de questions à se poser sur ça.
L'étude a démontré qu'il y avait à peu près 4 freins. Alors, personne ne sera foncièrement surpris, mais ça faisait du bien quand même de les remettre noir sur blanc. Les difficultés pour financer le séjour. Alors ça, c'est une jungle administrative. Une information encore trop peu précise et fiable, on en a parlé avant, où effectivement, selon les sites, il faut vraiment aller chercher la 12e page. On arrive sur un site annexe, c'est très très compliqué, et puis c'est pas toujours fiable. Et l'offre accessible qui est limitée. Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez, la LUCPA. Selon notre étude, les diverses activités possibles sur site ou à proximité arrivent en 3e position dans le critère de choix des vacances. Donc il y a le prix, la facilité d'accès, et les activités proposées arrivent quand même en 3e. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'offre, elle est accessible, elle est limitée, mais elle est limitée aussi souvent à un seul handicap, qui sont les PMR. Et puis après, on ne pense pas forcément aux autres handicaps. Elle est limitée aussi souvent à l'hébergement. Donc, on s'était posé des questions sur le fait de proposer une offre packagée, parce qu'avoir un hébergement pour ses vacances, c'est juste le début des vacances. Mais ça ne fait pas des vacances. Une fois qu'on est à l'hôtel, il faut pouvoir aller au restaurant, faire des activités, sortir, enfin passer des vacances, quoi. Voilà. Et le personnel pas assez formé, on a eu souvent aussi des personnels qui étaient très formés à des contraintes techniques, mais qui en oubliaient l'accueil. Donc en fait, il faut former au fait que oui, il y a des rampes à mettre, il y a des portes à ouvrir, il y a des choses à faire, mais que quand même, de toute façon, le personnel, il est là pour accueillir. Vous pouvez flasher le QR code si vous voulez voir l'étude complète. Donc il y a tout le parcours d'achat qui est décrit, il y a les recommandations, des bonnes pratiques, des exemples d'initiatives. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Ouais. Vous répondez pour elle ? C'était une question fermée. Et c'était... je ne me souviens plus exactement. Regardez dans l'étude parce que vous aurez le libellé de la question. Mais je ne sais plus comment c'était libellé. Mais c'est vrai qu'on est conscient qu'il y a des biais statistiques. Ça nous a remis quelques idées, je pense, dans le bon ordre. Mais après, de toute façon, 640 personnes en situation de handicap qui soient représentatives de tous les types de handicap, de tous les types d'autonomie, des âges, voilà. Donc ils étaient interrogés. Hein. Il y en avait. Vous avez en fait tout le nombre de handicaps qui ont été décrits. Du coup, Martin, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces dernières années ? Alors déjà, pour me présenter, je m'appelle Martin Petit. Donc moi, je vis à Bordeaux, je suis originaire de Tours. Je suis créateur de contenu sur les réseaux. Depuis peu, comme tu l'as dit, écrivain, incroyable. Du coup, auteur de mon titre, de mon livre, dont le titre s'appelle « Va là où tu as peur ». Et non, écoute, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que tu as pas mal préparé de questions aussi pour peut-être orienter la discussion. Mais effectivement, je fais face à beaucoup d'écueils, moi, quand je veux réserver un logement ou ce genre de choses. Et souvent, il y a une dimension très dissuasive là-dedans,
où je vais pas m'autoriser à partir en vacances parce que soit ça va coûter trop cher, soit je vais faire face à trop de difficultés et en fait je vais préférer un petit peu le confort de mon logis où j'ai le chauffage à la maison, je suis bien, j'ai Netflix et face à toutes les difficultés auxquelles je dois faire face, souvent tu peux te décourager, ouais. Ouais, mais effectivement, tu l'as mentionné dans ton livre, c'est quand même fou de se dire que parce que l'information, elle n'est pas claire, elle n'est pas facilement accessible, que ce parcours pour programmer des vacances, il est semé d'embûches, d'arriver à la conclusion, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir? Ouais. Quand même, Ouais, et encore que, tu vois, moi j'ai une chance aussi, c'est que donc moi je suis tétraplégique, j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse, et pour autant j'ai une grande autonomie qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Et tu vois, on parlait des dents, moi j'ai la chance de pouvoir m'en passer. Alors des fois ça peut soulager d'avoir une personne avec toi, et tu vois, tout à l'heure on parlait de booking, etc. Pour un exemple très concret, souvent tu as des filtres sur lesquels tu peux mettre effectivement un logement PMR ou en tout cas une chambre adaptée ou une douche de plein pied. Et souvent, vu que c'est mal renseigné aussi par les gens qui proposent des logements, dès que tu mets, je sais pas, par exemple, je vais aller, je sais pas, on parlait d'Auvergne, je vais aller à Clermont, je vais avoir 1000 logements disponibles, je vais mettre le filtre douche de plein pied et boum, il m'en reste que 3. Alors qu'en fait, certainement sur les 1000, il y en a beaucoup plus, mais vu que ça a été mal renseigné, et en fait, tu te rends compte aussi de la difficulté de trouver l'information, de trouver le logement aussi qui va être potentiellement accessible, qui te permettra effectivement de pouvoir partir en week-end ou en vacances. et là, c'est le cas de figure quand tu fais des vacances solo, mais c'est vrai qu'il t'est arrivé aussi de te décourager ou Très souvent. Non, mais quand tu es même accompagné, c'est-à-dire que même à deux, mais même avec de l'aide, même avec la meilleure volonté, euh, on finit par se dire que c'est trop compliqué. Ouais, et puis ça peut altérer beaucoup de choses. C'est que des fois, ça, c'est des choses plus profondes. Psychologiquement, ça peut avoir un impact parce qu'on se sent trop, c'est trop compliqué. Et on parlait de Clermont, j'ai une petite anecdote aussi à ce sujet. J'étais avec quelqu'un il y a quelques années. Elle était partie vivre à Annecy. Donc l'idée, c'était que j'aille la rejoindre. Moi, a priori, j'y suis pas allé. Mais du coup, on devait se rejoindre à Clermont. Moi, je suis à Bordeaux. Et tu vois, on voulait trouver un entre-deux pour qu'on coupe la route. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de logement accessible, c'était compliqué. Je me souviens aussi, on avait contacté des gens, parce que c'est aussi la charge mentale, c'est qu'il faut souvent appeler pour s'assurer que ça soit accessible, etc. Et là, pour le coup, j'étais tombé sur une personne, tu sentais qu'elle n'était pas de bonne volonté et qu'il y avait peut-être une marche qu'on aurait pu largement... Enfin voilà, on aurait pu trouver une solution pour mettre une pseudo-rampe, etc. Et en fait, la personne sentait que ça la faisait chier, quoi. Et du coup, tu vois, on s'est retrouvé à se dire finalement on se retrouve pas à ce moment-là, et ça prouve que ça peut aussi avoir un impact dans ta relation. Alors là, pour le coup, c'est une relation affective, mais finalement, ça peut être aussi transposable à des relations sociales de tous les jours, au travail, voilà, l'accès aux loisirs, au sport, comme on le disait. Ouais, et ça revient tout à fait à ce que tu mettais aussi sur le côté spontané. C'est vrai que dans la programmation d'un week-end, dans la programmation de vacances, il y a aussi un peu ce côté impulsif. Il fait beau, il y a un week-end de 3 jours où il y a un pont, j'ai rien de prévu, mais autour de moi, j'ai des offres de montagne, de sportives. Mais voilà, en fait, la spontanéité, elle disparaît totalement. Regarde, je suis à Bordeaux, je vais aller me faire un week-end à l'océan. Si, admettons, je trouve un logement, je trouve l'info directe, je choisis mon logement, je veux y aller, je peux pas prendre le train comme tout le monde. Et donc déjà aussi, le problème, il est là. Tu vois, il est déjà des fois aussi en amont sur l'accessibilité, parce que quand tu prends un TGV, il faut que tu réserves 24 heures à l'avance. Avant, c'était 48 heures. Pour les TER, c'est encore 48 heures. Là encore, l'information, elle n'était pas claire pour moi. Tu vois, moi, ça m'est arrivé une fois de prendre le TER, et en fait, je pensais que j'étais dans le délai des 24 heures. En fait, j'y étais pas. Et il était possible qu'on me refuse le train. Après, j'ai un peu d'entrain, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, en général, voilà, j'y vais parce que on est obligé aussi de s'affirmer. C'est un peu le titre du livre, va là où tu as peur. Et malheureusement, si tu te laisses bouffer, tu te fais marcher dessus. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots, mais je vais arrêter avec les jeux de mots. mais c'est vrai que tu es obligé aussi de t'affirmer et de prendre un peu position, parce que sinon, tu te rends compte que
des fois, il y a plein de choses qui te sont inaccessibles. Donc, des fois, il faut aller un petit peu au-devant. Ça demande aussi un process psychologique, parce que moi, je le rappelle, j'avais 25 ans quand j'ai eu mon accident. Et avant d'en arriver à cet état de, voilà, de prise de confiance, d'estime de moi, etc., ça a aussi mis du temps. Et c'est aussi un petit peu les propos du livre. Ce que je dis sur les réseaux, c'est inviter déjà les personnes qui ne sont pas concernées à réfléchir sur le sujet. Et puis peut-être de proposer une réflexion à des personnes dans ma situation, de vous laissez pas marcher dessus et allez-y, quoi. Et je me suis permis de revenir sur ça parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'étapes que pour nous valides, mais en plus, ces étapes, elles sont beaucoup plus contraignantes. Il y a des freins partout. Donc en fait, c'est une complexité à la fois dans le nombre de choses à penser, mais aussi dans le temps qu'on va y passer. Donc c'est une différence qui est... Ouais, puis tu vois, on parlait d'argent. C'est sûr que si je veux, entre guillemets, avoir un confort plus cool pour moi, souvent, c'est sûr que si tu mets un peu plus le prix, tu auras quelque chose de plus accessible. Tu vois, souvent, quand je vais à Paris, je vais dans des hôtels un peu plus prestigieux. Alors, je m'entends, hein, mais parce que je sais que j'aurai moins de contraintes finalement sur place. Donc le fait de payer peut-être un peu plus cher, je sais que je vais pouvoir me soulager un peu l'esprit et me décharger mentalement parce qu'il y aura du personnel qui va pouvoir m'aider à ouvrir la porte d'hôtel qui est trop lourde, qui va m'aider pour mes bagages, qui va m'aider des fois à faire mes lacets, tu vois. Et ça c'est pareil, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais il y a des gens dans ma situation qui se l'autorisent pas. Bon, moi, je me dis que ça leur coûte rien de le faire. Et tu vois, il faut aussi processer de demander de l'aide. Tu vois, il y a eu un vrai gap aussi de passer au fil des années, de savoir demander de l'aide et de s'autoriser à le faire. Et souvent, tu te rends compte que les gens le font et ça leur fait plaisir aussi, tu vois. Puis c'est aussi un moyen de casser un peu, briser la glace, ouais. Et tu parlais du coup de la nécessité, ça rejoint l'étude, d'aller dans des hôtels qui ont ces services-là. Au niveau du coût aussi, on ne réalise pas toujours les investissements qui sont nécessaires déjà pour la vie de tous les jours. Cette phrase qui est dans ton livre et à travers tes réseaux, l'achat de ce van, la liberté, elle a un coût. Elle a un coût, ouais. Et encore que j'ai eu une chance inouïe, c'est que c'est un van, alors certes qui vaut de l'argent, mais qui vaut pour le prix de base qui était vraiment très élevé. Et c'est sûr que ça fait aussi partie des contraintes, de la charge mentale. Et j'en parle dans le livre, tu vois. Si j'avais voulu faire l'acquisition de ce van un peu plus en bonne et due forme, j'aurais dû faire des dossiers, attendre 1 an, 2 ans avant qu'on me donne des réponses. Il faudrait faire plein de dossiers différents pour emmagasiner le maximum d'argent pour pouvoir se le payer. Et pareil, déjà ne serait-ce que faire la démarche organisationnelle de faire tous ces dossiers, d'aller demander de l'aide, etc. En fait, tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Là, la chance que j'ai eue, c'est que c'était un van d'occasion que j'ai pu acheter à certains coups. J'ai revendu ma voiture, j'ai fait une cagnotte aussi. Ouais. Et tu vois, c'est aussi assez le reflet de ce qui se passe. Moi, je le vois, je suis créateur de contenu. Tous les jours, je reçois des demandes de cagnotte. Ça prouve bien que finalement, le travail, il est peut-être pas fait à un autre endroit parce que les gens, ils compensent leur handicap en faisant un peu vœu de charité. Et je trouve ça triste finalement le constat de voir ça. Et puis il y a ce van, mais il y a aussi des autres services comme la trottinette électrique, comme le fauteuil, comme Frédéric, tu pourras en parler aussi, mais dans la pratique sportive, il y a beaucoup de matériel qui sont très chers. Donc en fait, avant même d'être parti pour la vie de tous les jours, déjà il y a des investissements qui sont nécessaires. Donc on voit bien effectivement que quand en plus il faut prévoir un budget vacances, regarde, juste l'exemple ici, là, j'allais sur l'île de Ré, merci le CRT. Et tu vois, c'est vrai que l'île de Ré, c'est une île où tu peux faire du vélo, etc. Moi, par exemple, pour trouver un vélo adapté à ma tétraplégie, ma spécificité, etc., c'est hyper compliqué. Donc tu vois, même si je veux faire du sport, aller faire le tour de l'île de Ré, ça va être beaucoup plus complexe finalement, parce que toi, tu te poses pas la question quand tu vas louer un vélo, c'est beaucoup plus simple. Alors que je suis sûr qu'il y a des choses qui sont potentiellement envisageables. Et puis je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité. Je pense que les petits ruisseaux forment les grandes rivières, et à partir du moment où on verra des initiatives, même individuelles, même petites, etc., peut-être ça peut inciter, ça peut montrer l'exemple et peut-être inciter d'autres à faire la même chose finalement.
Ouais. Et la transition est toute trouvée vers aussi cette nécessité, donc certes de penser à la labellisation, mais aussi à cette information déclarative. On l'a vu à travers l'étude, le bouche à oreille, c'est très important, et l'accès à l'information aussi. On le voyait, enfin tu le disais pour l'île de Ré, pour ces pratiques-là, d'avoir clairement un endroit où sont référencés tous les accès qui peuvent être accessibles et adaptés aux différents besoins, les loueurs de vélos, les sensibiliser sur les offres qu'ils peuvent faire. Voilà, on a vu que le côté labellisation, ça prenait un petit peu de retard, c'est toujours à encourager, mais l'information, on en a déjà Et puis, beaucoup parlé, mais elle est nécessaire. Une donnée que je trouvais très pertinente, c'est le bouche à oreille. Tu vois, là, typiquement, j'ai mon meilleur ami, il veut aller avec sa maman et sa chérie au ski, il m'a proposé de les rejoindre. Bah, tu vois, je suis encore là dans la phase un peu de réflexion, parce qu'il faut qu'on trouve un logement, il faut que je trouve où louer du matériel là-bas, donc on est obligé de trouver aussi une station en fonction. Et en fait, tu te rends compte que ouais, il y a plein de difficultés, ne serait-ce que pour avoir les mêmes chances que tout le monde finalement d'aller en vacances. Et en fait, tu te rends compte que, tu vois, on parlait de se détendre aussi. Il n'y a rien qui te détend, l'idée de faire la pêche à l'information, de trouver. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à des gens tétraplégiques comme moi, que j'ai déjà vu sur les réseaux, qui sont déjà allés au ski, ou voilà, quelle station tu me conseilles, etc. Et tu te rends compte que finalement l'information, et puis elle est beaucoup plus directe, tu vois, elle est beaucoup plus digeste aussi. Tu vas sur un site internet, tu es là, tu dois lire toutes les petites lignes. Bon, et à un moment donné, je perds déjà suffisamment de temps à prendre ma douche le matin parce que je mets 1 heure. S'il faut en plus que je me tape 15 000 trucs en plus, il y a un côté très dissuasif finalement. Ouais. Cette dernière présentation, c'est la transition toute trouvée quand même avec l'UCPA sur cette pratique outdoor et où l'entraide, en fait, on a tendance peut-être à l'oublier, mais à travers la labellisation, les normes qui doivent être appliquées, il y a aussi une étape où entre nous, entre humains, on est capable de s'aider, on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas pu penser possibles. Est-ce que tu veux nous parler notamment de cette petite balade face au pic du Midi d'Ossau qui est pas très loin d'ici? Ouais, donc là c'était dans le cadre d'une émission avec France 3 avec Thibaut, je sais plus son nom de famille mais c'est pas grave, il m'en voudra pas. Et Thibaut, donc lui il est, comment on appelle ça, guide de montagne, et il m'avait proposé de m'emmener en joëlette à la montagne, là où tu as peur, on est en plein dedans. J'aime bien aller un peu affronter mes limites, et puis voilà, j'aime la nature, et c'est vrai que c'est des choses que je m'autorise pas. Je peux pas prendre une paire de rando achetée chez Decat à 15 € pour aller faire une randonnée. C'est beaucoup plus compliqué pour moi, ça demande beaucoup plus d'organisation. Mais c'est aussi ça qui est beau, tu vois. Genre là, on était toute une petite équipe. On se rend compte que le collectif aussi, il peut avoir un impact, il a une importance. Et c'est aussi ce collectif-là qui m'a permis d'aller au-delà. Parce que évidemment sans eux j'aurais pas pu le faire. Et puis il y a un côté aussi rassurant, il y a un côté, on en parlait, un peu incitatif aussi, parce que je me dis eux ils ont envie de m'emmener, qu'est-ce qui m'en empêche finalement. Et puis finalement tu te rends compte qu'on passe des moments peut-être aussi beaucoup plus fédérateurs et voilà qui sont beaucoup plus unifiants, parce que on fait corps ensemble, tu vois, sans... Et donc il y a toutes les initiatives qu'on peut tous avoir. Mais il y a aussi toute l'expérience et l'expertise qu'on peut trouver dans des associations qui sont spécialisées et dont c'est les valeurs profondes. Bonjour à tous. Qui c'est qui a passé des vacances à l'UCPA dans la salle? Où? À l'UCPA avec des handicapés. Donc, juste pour rappeler, l'UCPA, on fête notre 60e anniversaire. Voilà, cette année, on est né en 65. Tout le monde en parle ces derniers temps en politique. C'est le général de Gaulle qui a créé l'UCPA. En fait, on n'avait pas de médaille aux Jeux Olympiques, donc on réorganise le sport de haut niveau et on essaye de permettre au plus grand nombre de jeunes de passer des vacances sportives. Et l'UCPA est créé avec la fusion de 2 associations. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est que notre vocation, c'est l'accessibilité au plus grand nombre de jeunes pour pratiquer des activités sportives de plein air.
Et cette notion d'accessibilité, elle se veut transversale dans tout l'UCPA, que ce soit sur nos centres de vacances, sur nos équipements sportifs, sur nos formations professionnelles. L'accessibilité, elle peut être financière, elle peut être technique, elle peut être géographique, elle peut être sociale. Et donc, on doit retrouver partout cette accessibilité. Et donc, là, ce que vous voyez, je profite, je me lève. Donc, tous les différents secteurs d'activité, des colos de vacances pour les enfants, donc après des séjours adultes, des voyages à l'international, des formations initiales, de l'exploitation d'équipements, d'aménagement urbain, on s'est quand même fortement diversifié depuis 1965, et des parcours d'insertion et d'action de solidarité. Et tout ça est en lien avec un projet éducatif et sportif qui est basé sur 4 piliers que je développe tout le temps lorsque moi je vais sur le terrain. C'est développer son autonomie, partager en commun, prendre soin de chacun et agir avec la nature. Et ça, ce projet éducatif, il est développé dans tous les secteurs d'activité, pas qu'au niveau sportif, au niveau UCPA, mais avec la restauration, l'hébergement. Et ça reprend des mots de ce matin, le prendre soin de chacun. Et donc, d'où on a en fait 5 différentes modalités d'accueil sur donc, les personnes en situation de handicap. Des séjours en handisport, donc ils sont en handicap moteur, comme tu peux l'être. Alors là, on a vraiment... C'est le séjour où on a parfois le plus de difficultés parce que c'est la personne en mobilité réduite ou parfois c'est du one-to-one lorsqu'on fait un stage de surf avec des personnes qui sont tétraplégiques, paraplégiques, c'est souvent un moniteur pour une personne, mais on essaye de s'organiser, on essaye de développer de nouvelles compétences aussi avec les moniteurs pour que parfois c'est du 1 pour 2 et même malgré tout de vous rendre autonome sur une planche de surf. On a des séjours adaptés, handicap mental, psychique. On a des séjours donc APENDA, donc ça c'est des séjours spécifiques pour enfants sourds et malentendants. Et puis des séjours en inclusion et des séjours groupes. Séjours en inclusion, en fait, il faut savoir que sur nos colos de vacances, nous on précise tout le temps que vous allez passer une semaine de vacances entre jeunes, mais il se peut qu'il va y avoir une personne avec des troubles autistiques, une personne qui peut avoir des problèmes cognitifs, qui va se retrouver là et on va être réellement en mixité. On ne veut pas uniquement faire que des séjours adaptés, il faut qu'on retrouve de la mixité aussi au niveau de nos séjours. Pardon. Faut que tu avances, que tu ne recules pas. Voilà, donc... Attends, je suis désolé, ça a un peu... Donc effectivement, on en est là sur les séjours adaptés. Ouais. Tu veux passer la vidéo? Et si ça marche. C'est ce bouton-là. Ouais. Le jeune que vous voyez là, là on est sur le centre UCPA de Lacanau. En fait, ça passe par un appel téléphonique du père sur le centre UCPA et qui dit « j'aimerais bien envoyer mon enfant donc, qui a une trisomie ». Et ça commence comme ça, et je pense qu'il doit être à son 17e ou 18e stage de surf à l'UCPA. C'est un jeune qui vient tous les ans et qui en amène d'autres aussi, puisque comme tu parles aussi, entre eux ils parlent et donc ils reviennent. Et tout ça est organisé maintenant en amont. On a une cellule à Paris pour pouvoir organiser. Ça ne peut pas marcher? Et ça ne semblerait pas. Bon, c'est pas très grave. On enchaîne. Donc en fait, on a tous les catalogues donc, UCPA où on va retrouver donc, nos différents séjours. Alors je dis toujours catalogue, en fait c'est toujours sur le site internet, on n'a plus de catalogue. Et en fait, on a une cellule dédiée où il va y avoir une préparation du séjour en fonction de l'handicap de la personne, avec donc une collecte de besoins. Tout ça va être renvoyé après sur le site, donc au directeur de séjour, aux animateurs, ou aux différentes personnes qui vont s'occuper donc du séjour vacances, avec une mise en place d'intentions particulières, un renforcement de l'équipe d'encadrement. Alors il se peut qu'il peut y avoir un éducateur qui peut venir en plus, et tout ça donc est bien préparé en amont. Donc sur des séjours par exemple de 48 jeunes en colo, il peut y avoir 3-4 personnes en situation de handicap. En même temps, mais tout ça est bien préparé en amont avec du matériel adapté, de l'accompagnement individualisé. C'est lorsqu'on a préparé pareil cette table ronde, Catherine me disait qu'en anglais,
en fait, on ne parlait pas de personnes handicapées, mais personnes avec des personal needs. Et c'est vrai que special needs, pardon. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus positif. Aujourd'hui, on voit le handicap comme seulement une contrainte, seulement voilà, quelque chose de négatif. Et ce côté attention particulière, ça remet vraiment l'humain et le besoin et là où on peut vraiment apporter de la valeur. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on réussisse à faire venir le gamin en colo ou faire venir le jeune dans un séjour adulte. Déjà, nous, on a passé cette étape-là. Il va venir passer des vacances avec les autres et il va être considéré, je dirais, pas comme les autres, mais il va passer les vacances avec eux. Et pour nous, on le précise dans le briefing d'accueil. Donc on a mis toute une démarche en amont du séjour, pendant le séjour, après le séjour aussi. C'est-à-dire que dans le discours d'accueil, le directeur de site ou la directrice de site va préciser que voilà, on se retrouve tous ensemble. Elle va représenter le projet éducatif. Elle va préciser aussi qu'il y a certaines personnes qui sont là avec des éducateurs. Mais c'est quelque chose, pour nous, qui est naturel. Et pour les clients, aujourd'hui, ceux qui viennent à l'UCPA, ils savent qu'ils peuvent avoir des personnes comme ça pendant leurs vacances. Et je trouve qu'il y a des super moments de solidarité pendant les séjours. Bon, là, en fait, on a développé un nouvel équipement sportif qui se trouve en région parisienne, qui s'appelle le Prisme, qui lui-même a été complètement pensé par rapport à des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est un équipement complètement adapté, que ce soit... Parce qu'en fait, une des problématiques, quand tu parles de labellisation, donc moi, mon épouse travaille dans le milieu handicap, elle est assistante de personnes, d'enfants en situation de handicap. On a nos chambres d'hôtes qui sont pas accessibles handicapés en fait. Parce que le label, je ne l'ai pas eu, parce qu'on a 2% de pente pour accéder aux chambres d'hôtes qui ne correspondent pas aux critères du label tourisme handicap. Et ça, pour moi, c'est une vraie problématique. Parce que pour le coup, ces 2% pour toi, c'est que dalle. Et en fait, tu ne peux pas communiquer parce que tu n'as pas eu le label. Et ça, je pense qu'à un moment donné, pour en discuter, alors je travaille à l'UNAT, quoi, l'UNAT, c'est l'Union nationale des associations de tourisme. Moi, je souhaiterais qu'on assouplisse un petit peu certaines règles pour pouvoir permettre à certains établissements d'accéder à cette labellisation de tourisme handicap. Et donc, par rapport à ça, bon, ben là, on a répondu à toutes les normes. Parce que là, c'est pareil, quand tu construis un équipement comme ça, tu travailles avec l'archi, mais tu travailles avec les personnes en situation de handicap. Parce qu'à un moment donné, l'archi va prendre son compas, il va faire ci, il va faire ça. Mais en fait, il y a toute une étude fonctionnelle, comment il se déplace avec son fauteuil, comment on circule de pièce en pièce pour rendre en fait tout un territoire accessible. Parfois, tu as l'équipement, le centre UCPA de la Cano, il est accessible. Handicapé, on a tout vu par rapport à la piscine, etc., etc. D'un seul coup, il est plus accessible parce qu'on n'a pas des vélos accessibles handicapés. D'un seul coup, il est plus accessible parce que lorsque tu vas à la plage, il est plus accessible handicapé. Donc en fait, tu dois raisonner quand tu vas faire un séjour sur tout un territoire accessible. Donc, et moi, ce qui m'importe aussi aujourd'hui, c'est en fait la formation de tout le personnel UCPA. Alors moi, je suis un prof de PS au départ. Je suis un cadre d'État mis à disposition à l'UCPA. Moi, je travaille avec le ministère Jeunesse et Sport. Tu passes un diplôme sportif de moniteur de surf, il n'y a pas d'unité de compétence sur l'enseignement pour les personnes en situation de handicap. Pareil pour la voile, pareil pour ça. Je souhaiterais qu'on intègre pendant la formation de ces directeurs sportifs des modules pour pouvoir comment on se prépare à enseigner pour des personnes en situation de handicap. Et quand je dis en situation de handicap, on a bien compris qu'il y a les 4 piliers aussi de handicap, pour mobilité réduite, cognitive. Bon. Et ils ne sont pas préparés. Tous nos salariés ne sont pas préparés aussi sur nos sites. Et donc, on fait des formations, on favorise les interactions sociales. Donc, la semaine prochaine, parce qu'on parle, secteur handicap, mais aussi, on est dans le sport santé. Semaine prochaine, sur le centre UCPA de Souston, en lien avec la Ligue contre le cancer, avec l'hôpital de Dax, on a 14 jeunes qui viennent. Alors, certains sont en rémission de cancer, d'autres pas encore. Ils vont venir faire une semaine de surf. Ils seront accompagnés de kinés, ils seront accompagnés de toubibs, ils seront avec nos propres moniteurs. Et ça aussi,
on essaye de le développer. On a fait une semaine, donc là on est au Octobre Rose, sur le centre de Port-Camargue, où des femmes donc, en rémission de cancer du sein sont venues pratiquer du kite. Kite qui est considéré, kitesurf, comme une activité pas forcément hyper accessible. Elles se sont éclatées et on a fait un reportage où en fait tu te dis, ben là, je suis dans les valeurs UCPA, ça donne encore plus de sens à mon métier. Le moniteur de kite, pour la première fois, qui donne des cours à des personnes comme ça, se dit, ah mais là, c'est top, ça va au-delà de ce que je peux faire avec des valides. Et là, pour le coup, on essaye de monter de plus en plus ces dispositifs. Alors c'est clair que ça coûte de l'argent, qu'on va rechercher aussi avec les jeunes parfois des aides, mais la formation me semble une action incontournable auprès de tous nos salariés. Ouais, la formation est aussi cette capacité à parler entre nous, parce qu'en fait, il y a deux biais cognitifs qui sont totalement opposés, c'est-à-dire que le valide qui fait partie de ces 70%, donc qui n'est pas non plus aidant, il va toujours avoir de l'appréhension, il va se cacher derrière ça. J'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de dire quelque chose qui va blesser. Et de l'autre côté, la personne en situation de handicap, elle n'a pas envie de gêner. Elle n'a pas envie d'être source de problèmes supplémentaires. Et donc, les formations, c'est aussi aller plus loin que ces deux freins-là, parce que ils font qu'on ne parle pas de ça, on n'échange pas entre nous. Et c'est aussi une des causes qui fait que ce sujet-là, depuis 2005, il y a une réglementation, mais ça n'a pas avancé, parce que simplement, on n'arrive pas à faire le pas, à demander de l'aide ou à en proposer, et en tout cas à s'intéresser et à dialoguer effectivement ensemble. Non, mais en fait, ce que je trouve pertinent, c'est qu'il y a des enjeux de société qui sont bien plus importants finalement que le sport. C'est le vivre ensemble, c'est la solidarité. Et toi, je te donne un exemple tout bête. On est à 1 an des Jeux paralympiques. Donc moi, je vais à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, il y a un arrêt qui s'appelle Porte de Bourgogne. Donc c'est un peu le hub où tu as plusieurs voies qui transitent. Il y a eu 2 mois de travaux cet été. Et ils ont eu quand même le toupet de mettre des marches là où il y avait une rampe depuis des années. Et en fait, on est obligé de faire tout un détour pour pouvoir prendre le tram. Et tu te dis, en fait, à 1 an des Jeux paralympiques, c'est juste pas normal. Et tu vois, il faut dire les choses avec de la pédagogie, un peu de douceur, parce que sinon on passe pour les gens aigris, etc. Mais quand tu vois ça, tu es obligé de te révolter. Et je trouve ça aberrant. Et c'est là aussi que tu te rends compte que toutes les démarches, comme vous pouvez le faire à l'UCPA, etc., ou les gens qui s'inscrivent dans le vivre ensemble, finalement, tu te rends compte que les enjeux sociétaux, ils sont beaucoup plus importants, finalement. On arrive à la fin de cette table ronde. On avait du coup 3 slides pour vraiment résumer ce qu'il y avait vraiment à retenir. Donc c'est l'affaire de tous, on vient de le redire, il faut vraiment pas hésiter à en parler, à échanger, à diffuser l'information, que l'on soit concerné directement, indirectement ou pas concerné. S'informer, se former, se conformer. Donc on vient d'échanger aussi là-dessus, mais il y a la réglementation, elle est là, il faut vraiment qu'on se conforme à tout ça. Il faut qu'on s'intéresse au sujet aussi, il faut qu'ensemble on arrive à communiquer. Et le dernier point, et là je prends la casquette un petit peu au GD, ce qui m'a frappé en préparant cette table ronde aussi, c'est qu'il y a plein de très très bonnes initiatives liées au tourisme et handicap. Ça peut être via l'UCPA, des associations, ça peut être Care Aidant dans le Finistère. Dans l'étude, il y a pléthore de très très bonnes actions, mais elles sont faites de façon individuelle. Et en fait, toutes ces actions individuelles, elles n'ont pas la caisse de résonance nécessaire pour qu'au niveau national, au niveau du parcours de réservation, il y ait une information qui soit intelligible. Et il y a aux ET là, des discussions autour de voir des projets, voir des discussions en commun. Un commun, c'est une ressource partagée. C'est des acteurs investis, donc ça peut être des associations, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des aidants, il y en a plein partout. Et c'est aussi un système de gouvernance. L'idée, c'est de se dire que
la performance, elle est collective. Elle n'est pas seulement sur nos outils à nous, OGD, mais elle est aussi sur notre capacité à rendre cette information facile, pratique, unifiée pour des personnes qui sont en situation de handicap ou qui élaborent un séjour. Donc, en tant qu'OGD, je pense qu'on a vraiment... C'est quelque chose qui... Enfin, c'est un sujet qui est transversal. Cette étude, elle a été menée par Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Bretagne, avec l'Occitanie, avec le CRTNA et d'autres acteurs. Tout le monde est concerné par ce sujet-là. Et voilà, ça serait génial si au niveau national, au niveau... à plusieurs territoires, on se mettait vraiment autour de la table pour partager des bonnes pratiques et se dire que l'information liée au tourisme et handicap, on l'affiche toujours de la même façon, on affiche toujours les mêmes informations. J'ai été frappé, on a créé des séjours du coup en Nouvelle-Aquitaine, et j'ai vraiment été frappé de ça. L'information, elle n'est jamais au même endroit, au même moment. Nous, en tant que valide, c'est facile. Hein, quand on réserve une chambre, il y a une photo, un titre, une description qui correspond à nos besoins, et très vite, on sait faire la sélection. Là, c'est vraiment pas le cas. Et en fait, qu'on arrive à faire cette démarche unifiée-là, ça va juste simplifier la vie de personnes qui n'attendent que ça. Donc voilà, je pense qu'on est assez nombreux, en tout cas au niveau des associations, des structures, des personnes engagées, pour vraiment penser à des objectifs communs et une façon commune de communiquer. Je vous ai apporté un document, donc Agir ensemble pour l'inclusion. On a redéveloppé notre plan de développement sur les 5 années à venir et on a mis comme un axe essentiel donc le développement de l'inclusion à l'UCPA. Donc vous avez différentes actions dedans. Vous les avez ici à disposition. Du coup, on a fait vite parce qu'on avait commencé un peu en retard. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est des autres interventions. Mais s'il y a des questions, évidemment, on sera ravis d'y répondre ou de tenter d'y répondre. Oui. Le pôle ressources des sports de nature. Ouais. Bon, moi, je travaille beaucoup avec le Krebs de Vallon-Pont d'Arc, donc je connais très bien. En fait, déjà, pour pouvoir encadrer une activité sportive, il faut être diplômé. Donc, tu dois passer un diplôme sportif, qui est donc, où il y a tout un ruban pédagogique. Tout à l'heure, je parlais de nullité de compétences, donc des UC1, des UC2, des UC3, UC4, donc des expertises techniques. Donc, tu passes ce diplôme-là. Mais ensuite, et donc, dans ce ruban pédagogique, il n'y a pas forcément de formation d'encadrement pour personnes en situation de handicap. Donc en fait, toutes les formations que l'on fait après se font dans le cadre de formations continues avec des associations, avec Surfer Insertion par exemple, avec d'autres assos. On travaille aussi avec des personnes qui ont fabriqué eux-mêmes, qui ont fait évoluer leur fauteuil. Et donc en fait, ces formations-là, il n'y en a pas tant que ça en France, quoi. Nous, on essaye de le développer parce qu'on a ce besoin-là d'encadrer quand même de la meilleure façon possible ces jeunes qui arrivent en situation de handicap. Après, tu as la fédé handisport, après, tu as pas mal, mais tous ces fédés-là sont plutôt sur des gens qui pratiquent des activités sportives qui sont déjà eux-mêmes plus ou moins autonomes, quoi, je vais dire. Nous, l'objectif, c'est permettre à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances parce qu'ils ont un handicap et de venir passer un séjour sportif. Et donc là, bon, nous, toutes les formations qu'on fait, c'est des formations internes. Oui, ça serait de voir aussi quelles sont
sans parler de formation diplômante, parce qu'effectivement, là, c'est peut-être des démarches supplémentaires, des coûts supplémentaires, mais effectivement, de rassembler autour d'une table des personnes qui sont bien avancées sur déjà comment s'adresser, comment accueillir des personnes en situation de handicap, pour en faire un commun et le partager au plus grand nombre, que ce soit dans les offices de tourisme, que ce soit dans les hébergements. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de concret à mener ensemble en allant solliciter des acteurs divers. Avec le micro, du coup, Martin. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais je trouve ça valeur d'exemple. Tu vois, le fait que l'UCPA le fasse, ça peut aussi inciter d'autres organismes à faire la même chose. Parce que j'imagine que ça a un coût, que c'est... Tu vois, on parle souvent de... Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu vois, ça... faut faire la démarche de le faire. Et je trouve ça honorable et il faut inciter à ce que ce soit davantage le cas. Bon, après, au niveau de l'UNAT, on a plusieurs associations qui se trouvent sur ces secteurs-là, mais qui ne sont pas forcément sur des vacances sportives. Donc, oui, il y a plein d'organismes là-dessus. Après, bon, nous, c'est notre ADN. Et donc, on va rester dans cet ADN-là. Mais et après, le but aussi, c'est d'accueillir aussi beaucoup de clubs sportifs handi pour qu'ils puissent venir pratiquer, quoi. Cette vocation-là, il faut qu'on l'élargisse, qu'on ne soit pas nous-mêmes l'organisateur de la totalité du séjour. Mais bon, après, moi, dans l'inclusion, les personnes que l'on reçoit en plus en situation de handicap et qui sont pour nous, entre guillemets, plus faciles à encadrer, ce sont les personnes problématiques donc, mentales. Où là, bon, ok, tu as toute une organisation. Celle qui nous demande le plus d'organisation, le plus d'adaptation, le plus de financement, c'est les personnes à mobilité réduite. Vous coûtez très, très cher. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, mais c'est aussi... je suis intimement convaincu qu'en tant qu'OGD, on va devoir revoir comment on mesure notre performance. Aujourd'hui, on la mesure à travers des résultats qui sont obtenus sur nos plateformes. Et on pourrait demain mesurer notre performance au nombre de contributions sur accès libre, qu'on aurait bien charté, qu'on aurait bien documenté, renseigné tous de la même façon, d'améliorer ce déclaratif, de sensibiliser les acteurs. L'étude montrait que même de dire qu'on n'était pas accessible, c'était déjà faire partie de la démarche. Quand un hôtel met clairement que sur place, il y aura plein de bonne volonté, on pourra aider à une personne en situation de handicap à gravir une marche, etc. Mais de dire qu'il y a des endroits qui ne sont pas du tout accessibles, que c'est contraignant, en fait, ça, c'est aussi une information. Ça permet à la personne qui recherche de se dire, bon, ok, celui-là, ils m'ont clairement dit que ce n'était pas pour moi. Et ça, c'est une démarche aussi qu'il va falloir qu'on arrive à avoir en tant que collectif. Voilà. Et le déclaratif
en plus de la labellisation, c'est vrai que je pense qu'on a des vraies opportunités, en tout cas, une vraie mission de service public à faire, si tant est qu'elle soit concertée et que l'information soit uniformisée. On a encore une question au fond de la salle, mais... Et de la concurrence de l'IA aussi. Ah, super, merci. Et juste par rapport à la marche, c'était des petites remarques qui ne sont pas très agréables, mais on se rend compte qu'on est une vingtaine. Je me rends compte aussi qu'on est 2 garçons dans la salle et qu'il nous reste plein de choses à faire. Et c'était pourtant passionnant et vraiment merci. Et donc je vais regarder tout ce que l'IA pourrait apporter pour faciliter la recherche. Mais moi, le premier, on est un office de tourisme. C'est comme les autres, c'est toujours le petit bouton en bas sur l'accessibilité, et c'est pas suffisant, et on devrait valoriser tout ça, et en surfant, et même sur l'UCPA, où j'adore ce qu'ils font par rapport à l'inclusion et tout ça, si on s'amuse à aller chercher les fameux séjours handi, malheureusement, ils sont cachés, ou alors je suis nul, mais on est obligé d'aller dans la loupe et taper handicap, et ça m'embête, et on devrait les valoriser, ces choses-là, et peut-être que sur la home, mais moi le premier, sur mon site d'office de tourisme, on devrait vraiment faire un pavé, plutôt que les bons plans ou les coffrets de Noël, valoriser ça, et on a tous une marche extraordinaire à faire. Mais vraiment, merci à tous les 4 pour cet atelier, vraiment. Je disais que la Cité du Vin à Bordeaux est un exemple là-dessus, parce que dès la page d'accueil, c'est un gros pavé. On ne peut pas le rater. On ne se dit pas, tiens, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver l'info? Elle y est dès les premiers menus. Et ils ont fait une vidéo aussi qui sert à préparer la visite. Et dans la vidéo, c'est aussi immédiatement mentionné. On n'a pas besoin d'aller chercher, c'est proposé. Ouais, mais tu vois, c'est juste pour avoir un exemple. Non, mais ce que je trouve bien, c'est que ça prouve aussi, tu vois, les formations en interne, etc. Et le fait de sensibiliser aussi le grand public. Et tu vois, c'est un peu... Chacun a un peu son rôle à jouer. Et moi, mon rôle, il est aussi là, c'est d'interpeller sur ces questions-là, finalement. Parce que plus tu sensibilises, plus aussi il y aura des gens... qui auront la démarche individuelle, finalement, de le transposer dans leurs entités pour lesquelles ils travaillent, tu vois. C'est une tâche au long cours, mais oui. Mais en tout cas, merci à vous toutes et tous d'être venus à cette intervention. Voilà, c'est vrai que on verra comment, c'est une très bonne transition, effectivement, comment l'IA, justement, va nous permettre aussi de dépasser ça. Il y a sans doute beaucoup de choses à imaginer avec. Et on peut espérer pour les prochaines ET que ça soit justement un sujet de plénière ou d'atelier. Merci beaucoup.